Corps. Accord. Corps à corps. Et depuis lundi, la grande messe annuelle des dirigeants politiques, économiques et autres a démarré dans la station suisse. C'est la très célèbre station avec comme mot d'ordre le thème de la semaine, reconstruire la confiance. C'est sûr que c'est mal parti. Alors, petit point sur ce qui s'est déjà passé les premiers jours de ce forum. Ça a commencé lundi. Bill et Melinda Gates, enfin plutôt Bill Gates a annoncé que sa fondation Bill et Melinda Gates allait encore être enrichie. Il a annoncé pendant ce forum, il allait ajouter, je crois, attendez que je redise bien mes chiffres, une augmentation pour 2024 de 8,6 milliards de dollars. Voilà. Donc, une fondation toujours plus riche. Mardi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a promis le maintien du soutien américain à l'Ukraine, après avoir rencontré le président Volodymyr Zelensky. Et aujourd'hui, hier aussi, mardi, Ursula von der Leyen a pu être entendue au Forum de Davos. Je vous propose de l'écouter. Elle a annoncé deux choses, évidemment. Le but du forum, reconstruire la confiance, comment la reconstruire. Et puis, elle a dénoncé la désinformation. On écoute le premier extrait. For the global business community, the top concern for the next 2 years is not conflict or climate. It is disinformation and misinformation, followed closely by polarization within our societies. These risks are serious because they limit our ability to tackle the big global challenges we are facing. Changes in our climate and our geopolitical climate, shifts in our demography and in our technology. Voilà, donc vous avez reconnu la belle voix, la douce voix d'Ursula von der Leyen au forum de Davos, c'était hier. Donc elle explique, la priorité n'est pas la lutte contre le climat ou finalement les conflits, donc le climat géopolitique, mais la désinformation et la mésinformation. Et ensuite elle explique que justement cette désinformation, cette mésinformation entraîne une polarisation qui, elle, provoque de risques sérieux, les risques de limiter leurs possibilités à eux, de pouvoir justement donc, mieux contrôler les grands enjeux de ce monde. Voilà Ursula von der Leyen qui donc pointe la désinformation comme étant l'ennemi numéro 1. Et deuxième extrait d'Ursula von der Leyen, je vous propose de l'écouter. And this makes the theme of this year's Davos meeting even more relevant: rebuilding trust. This is not a time for conflicts or polarization. This is a time to build trust. This is a time to drive global collaboration more than ever before. This requires immediate and structural responses to match the size of the global challenges. I believe it can be done. Voilà, la confiance, Ursula von der Leyen, pour reconstruire la confiance, justement. Ursula von der Leyen, qui est, je rappelle, présidente de la Commission européenne et qui n'a toujours pas donné les SMS avec lesquels elle a acheté, alors qu'elle n'avait pas les compétences pour, les fameux vaccins à Pfizer. Donc, pour reconstruire la confiance, peut-être faudrait-il commencer par cela, mais évidemment, on va évoquer toutes ces questions. Demain, on a la fameuse réunion annoncée, la fameuse réunion Preparing for Disease X, donc se préparer pour la maladie X. On va en parler avec nos invités. Et puis d'autres réunions qui nous paraissent intéressantes, comme la biologie, comme technologie de consommation. Voilà, des éléments importants à évoquer. Tout cela avec nos deux invités. Slobodan Despot, bonjour. 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 Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes créateur, fondateur du site Antipresse, écrivain. Je rappelle vos deux ouvrages, Le Miel, les deux derniers, aux éditions Gallimard, et Le Rayon Bleu aux éditions Gallimard. Nous sommes également avec Marc-Gabriel Draghi. Bonjour. Clémence Diakova, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes juriste spécialisé dans l'histoire du droit et auteur de cet ouvrage notamment, Grand Reset en marche, 2020 en 1 du Nouvel Ordre mondial chez KA Éditions.
Alors, on va commencer. J'imagine que vous avez suivi un petit peu ce qui a été dit déjà, puis Ursula von der Leyen, bien sûr. Aujourd'hui, on a une grosse réunion sur préparer la maladie X qui fait beaucoup parler. Peut-être vous demander, Marc-Gabriel Draghi, vous qui avez déjà écrit un livre sur le sujet, sur l'an 1, justement, de ce grand reset, est-ce que vous considérez qu'on est dans l'an 2, voire enfin en 3, je ne sais pas, et vous allez nous dire, est-ce que finalement vous considérez qu'on est en progression, que justement on sent aussi comme une forme de faiblesse chez eux? Oui, totalement. On est rentré en fait dans une étape de régression à partir de l'année 2022, au moment où Klaus Schwab avait décrété la grande bascule. On se souvient aussi, Emmanuel Macron avait parlé d'une grande bascule à l'été 2022. En réalité, les narratifs ont commencé à s'effondrer à partir de l'année 2022. En premier lieu, le narratif sanitaire, et ensuite le narratif de grande guerre qui a connu plusieurs échecs, jusqu'à l'échec actuel qui est l'échec du narratif de la guerre entre Israël et Gaza. Et la guerre russo-ukrainienne est évidemment a joué un rôle considérable, puisqu'en fait on a vu que les opinions publiques internationales, et notamment en Occident, n'ont pas du tout suivi ce narratif qui avait quand même été, le narratif sanitaire avait été suivi de manière plus efficace. Et oui, en là, fait, je ne suis pas sûre d'être d'accord avec votre analyse, mais après, on va élargir. Vous dites le public n'a pas suivi. Si, le public moutonnier a bien suivi le narratif ukrainien, notamment. La masse en elle-même, en réalité, 20 à 30% de la population, pas plus. À part les premières semaines où certains étaient enclins à accueillir une Ukrainienne à domicile pour faire plaisir au gouvernement, en réalité, la masse n'a pas souscrit à sacrifier l'économie de la France, c'est-à-dire à rentrer dans une économie de guerre, faite de privation, pour sauver l'Ukraine. Il y a eu une désaffection progressive, et là, le narratif est quand même éculé. Et on l'a vu hier avec le discours de Zelensky, qui a passé toute son intervention la tête basse et qui a expliqué qu'il fallait absolument soutenir l'Ukraine, qui était l'avant-garde de la démocratie en Europe, qui combattait le grand méchant russe. On voit aussi que à l'intérieur des élites, il y a pas une désaffection, puisque c'est la guerre contre la Russie est un élément central. Mais on voit que c'est poussif et que justement le forum économique de Davos 2024 est un événement qui vise à remobiliser les troupes, justement reconstruire la confiance. C'est restaurer la confiance, c'est aussi restaurer la confiance au sein de l'hyperclasse, et ça vise à remobiliser l'ensemble des acteurs pour aller vers peut-être l'étape 3, on en reparlera après, puisque justement la pandémie, on verra quelle pandémie pourrait arriver dans les prochains mois. D'accord. Monsieur Bonan Despot, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que selon vous, peut-être avez-vous suivi un peu quelques discours qui ont eu lieu depuis le début de ce forum? Est-ce que vous considérez qu'on est dans une période pour, ça veut dire cette classe supérieure, cette caste supérieure, cette élite mondiale, dans une période de faiblesse? Il y a en tout cas une période de remise en question, et je dirais peut-être de réorganisation, de recomptage des troupes. Parce que, évidemment, dans la conjoncture actuelle, plan géopolitique, vous ne pouvez plus, quand vous regardez le monde depuis les hauteurs de Davos, vous ne pouvez plus compter sur un alignement de la planète, ni des principaux acteurs sur la planète. Les pays, disons, du Grand Sud qui ont leurs représentants cette année à Davos ou d'Europe de l'Est, etc., ils le font, je dirais, d'une part pour éviter les conflits, d'autre part par habitude, ensuite pour pouvoir faire quelques journées de ski dans un des endroits les plus beaux du monde, et puis pour justifier des très très grosses notes de frais. Mais il n'y a pas à mon avis, personne n'y croit. Et je vais vous citer quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est le discours qu'a fait hier ou avant-hier la présidente de la Confédération suisse, qui est l'hôte du forum de Davos, donc la présidente Viola Amherd, qui est en même temps ministre de la Défense suisse, et donc à ce titre extrêmement impliquée dans toutes les structures de l'OTAN et du conglomérat militaire occidental. Et elle dit ceci: une partie de l'opinion publique se méfie de nous tous réunis ici et de tous les dirigeants. Lorsqu'une prétendue élite fait étalage de sa richesse devant des gens qui tirent le diable par la queue,
la méfiance grandit. À ce moment-là, les gouvernements ne sont plus compris, même en mettant en avant de bonnes propositions. De la part d'un officiel suisse, c'est le dernier degré, disons, de l'impolitesse. Les Suisses sont des hôteliers, les Suisses ne sont pas des polémistes. Et là, vous avez quelqu'un qui vous dit « faites gaffe, c'est le dernier moment pour qu'on se calme un peu ». Je ne sais pas si elle a été entendue, mais son discours est évidemment à l'opposé diamétral du discours de confiance, n'est-ce pas, de Madame von der Leyen. Et comment expliquez-vous d'ailleurs ce discours? C'est très intéressant ce que vous venez de nous révéler. Comment vous expliquez? Parce que continuer de tirer le diable par la queue, ça a quand même une signification. Comment vous expliquez? Est-ce que c'est une dénonciation? Est-ce que finalement elle cherche peut-être aussi à se protéger elle-même, ou une façon de sauver l'ensemble du troupeau davosien en leur faisant entendre le signal d'alerte? Alors, je pense que c'est un signal d'alerte interne. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est venu pour démanteler l'institution. Je pense que c'est quelqu'un qui leur dit, ayant un peu plus probablement de contact avec le peuple, avec le réel, que la plupart des participants de ce forum, qui sont effectivement, comme l'a dit Marc-Gabriel Draghi, des membres de l'hyperclasse. Et elle vient de mon canton, du canton du Valais, qui est un canton pas excessivement riche, où elle rentre, elle revient en tant que simple citoyenne, et où elle peut se promener sans garde du corps. Donc, les autorités et les officiels suisses ont toujours un tout petit peu plus de contact avec la population que des officiels ou des milliardaires venus du monde anglo-saxon, par exemple. Donc, elle dit attention, j'entends les voix, j'entends le peuple, ici même. Oui. Vous n'êtes pas pris au sérieux, et pas seulement ça, mais vous êtes perçu avec une colère grandissante. Alors, faites attention, mais je ne pense pas que ce message sera entendu. À mon avis, c'est impossible. Justement, je pense qu'il a été, en tout cas que cette alerte a été comprise, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en parler avec vous, Marc-Gabriel Draghi, je pense que vous avez une idée derrière la tête, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est lutter contre je fais à l'inverse, mais évidemment, ça a été dit beaucoup plus poliment. Ça a été dit reconstruire la confiance. Donc, et comment reconstruire la confiance, notamment en luttant contre la désinformation. Et lutter contre la désinformation, c'est donc lutter contre ces personnes qui pourraient voir le réel et le dire. Marc-Gabriel Draghi, donc finalement là on voit les armes se lever, les nouvelles armes se lever. D'ailleurs on les a déjà vues, on a vu comment ça se passait en Europe, et notamment les dernières dispositions qui vont limiter la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, il faut le dire, le dernier livre de Klaus Schwab, je l'avais dit avec vous, Clémence, il y a 1 an, qui est sorti et qui fait suite à son livre Le Great Reset, c'est le grand récit. Donc, au final, la mise en lumière du programme politique de l'hyperclasse à l'occasion de la crise du Covid en 2020 a aussi fait l'objet d'une prise de conscience, en tout cas sur le non-contrôle, parce qu'en réalité, le Forum économique mondial, c'est beaucoup du wishful thinking, c'est-à-dire on fait beaucoup de discours plats, autoréalisatrices, oui. Voilà, des paroles autoréalisatrices et des bons sentiments, en tout cas affichés au niveau du marketing. Et il y a une partie du Forum économique mondial de Davos déjà qui était assez craintif de la mise en lumière de toute la production de leur site Strategic Intelligence et le site du Forum économique en lui-même. D'ailleurs, il y a beaucoup de publications en langue étrangère, notamment français, qui ont été supprimées à l'occasion de l'année 2023 pour arrêter justement l'analyse entre les lignes. Oui. Voilà, limiter l'analyse entre les lignes. Après, ce qui vient d'être dit par Slobodan Despot, c'est très intéressant, puisqu'on voit aussi qu'il y a des gens qui sont, comme il l'a dit, plus en contact avec le monde réel, qui rappellent qu'il est essentiel de faire attention déjà sur les attitudes et peut-être de calmer le jeu sur certaines déclarations d'ego qui ont pu être faites par le passé. Par contre, ce que l'on doit craindre, nous et vous plus particulièrement, les médias où l'information est libre, où on va dans les médias alternatifs, c'est qu'on voit que là, le Forum économique mondial et tous les exécutants derrière ont quand même ciblé prioritairement justement la diffusion de la fausse information ou de la désinformation
comme objectif principal. Et parallèlement à cela, au-delà des objectifs affichés, il y a aussi plein de travaux et des rapports qui commencent à sortir en mettant en place un narratif sur la cybersécurité, donc qui dit aussi cybercriminalité, notamment le rapport du 11 janvier là, qui vient de sortir juste 3 jours avant le début de la réunion, avant le 15, il est sorti le 11 janvier 2024, le rapport sur la cybersécurité. Et on voit justement que la tentative de remettre encore du carburant dans le narratif de Grande Guerre pourrait être couplée à une tentative d'un nouvel événement de sidération. N'oublions pas que Klaus Schwab avait parlé de la prochaine pandémie en 2021. En 2021, il avait déclaré que la prochaine pandémie serait certainement numérique. Donc, même si là, on nous parle de Disease X, c'est-à-dire la nouvelle maladie après, je ne pense pas qu'il y aura une réactivation du narratif sanitaire avant une reprise en main agressive de l'information et un nouveau contrôle de l'information, donc qui veut dire peut-être un reboot mondial de l'Internet ou autre chose. On avait parlé de cyberpolygone et on voit en tout cas que les productions du Forum économique mondial s'orientent vers ces modalités-là pour tenter de reprendre en main l'information qui, pour l'instant, je le répète, est un échec. Il y a eu la mise en place du DSA, il me semble, fin août 2023. Et on voit que les législations européennes et même américaines, et principalement européennes, peinent à produire leurs effets. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur de l'hyperclasse... Il y a des réseaux, et on pense notamment à Elon Musk avec Twitter X, qui ont décidé de ne pas, tout simplement, de ne pas respecter, de ne pas se soumettre. Ou alors qui ont même été un peu plus malins que ça, en disant je me soumets, mais avec mes propres notes qui sont faites par ceux qui suivent le fil de Twitter. Ce sont je sais pas, c'est pas des auditeurs, mais les lecteurs, voilà, oui. Les utilisateurs qui vont produire ces notes de pondération. Et donc, finalement, c'est très malin de la part de Elon Musk qui prend l'Union européenne à son propre jeu, avec des notes en plus qui sont très très pertinentes en général et qui permettent même de prendre les fact-checkers à leur propre jeu. Donc là, on est dans un petit partie d'échec qui est quand même assez intéressante de ce côté-là. Mais sinon, c'est vrai, quand on voit bien, moi, sur YouTube, et je le dis à nos auditeurs, encore hier, on a dû enlever une vidéo de YouTube parce qu'elle concernait un sujet qu'il ne faut pas aborder sur YouTube. Ça nous arrive régulièrement, on reçoit des blâmes et après, la chaîne YouTube ne fonctionne plus. Et voilà, donc on sait qu'on va être de plus en plus limité dans l'information ou dans la divulgation de ces informations en tout cas. Et on voit bien, ils sont peut-être faibles, mais on voit bien qu'ils sortent des armes de censure qui sont très fortes et qui risquent vraiment de nous mettre en difficulté. Qu'en pensez-vous, M. Bonham-Despots ? D'abord, on ne peut pas dire qu'ils soient faibles. Il y a une stratégie qui manifestement n'a pas fonctionné. Oui. Il y a une absence d'estimation, d'appréciation réelle de l'adversaire. Enfin, l'adversaire, en l'occurrence, il faut bien se rendre à l'évidence, c'est leur population elle-même. C'est un phénomène d'endocolonisation que nous vivons. C'est-à-dire qu'on ne va plus coloniser l'Afrique, on colonise sa propre population et on l'exploite autant qu'on peut. D'ailleurs, certains disent qu'il y a des programmes de réduction de population, etc. Mais l'essentiel, c'est que ce à quoi nous assistons, à mon avis, le fond de ce mouvement dont Davos est l'incarnation et le porte-voix, le fond de ce mouvement, c'est une réorganisation extrêmement profonde, fondamentale de l'ordre même de la société dans le monde occidental. Je ne peux pas parler pour, je ne sais pas, les grands blocs comme la Russie, la Chine, le Grand Sud, parce qu'ils ne vont certainement pas participer, en tout cas pas pleinement, à ce mouvement. Mais là, c'est une crise du monde occidental. Et cette crise, bon, on pourrait en parler longuement. Nous en avons parlé sur des centaines de pages dans l'Antipresse. Mais c'est une crise simplement d'annulation du capitalisme. On est en train, alors que le capitalisme fonctionne dans le reste du monde, notamment en Chine, on est en train, en Occident, de passer à une phase post-capitaliste, mais qui est en même temps une phase extrêmement régressive qui ressemble, disons, à ces empires mésopotamiens, c'est-à-dire avec des populations extraordinairement, totalement asservies à leurs besoins fondamentaux. Et aujourd'hui, notamment l'information, la communication, fait partie des besoins fondamentaux des gens. Si on se propose de la contrôler, de la juguler,
Ce n'est pas pour rien, c'est d'une part parce que la dissonance informationnelle entraîne une dissonance cognitive qui interdit la reconstruction de ce château de cartes qu'on peut appeler, que nous appelons l'hypernormalisation, c'est-à-dire la construction d'un monde parallèle à côté de la réalité vécue. Et d'ailleurs, toutes les déclarations, si vous les suivez, de Madame von der Leyen, participent de la construction d'un monde parallèle. Elle n'a pas seulement parlé de ce que nous avons entendu tout à l'heure, elle a aussi parlé de la défaite de la Russie sur le champ de bataille. Oui. Alors, s'il y a une chose qui est totalement opposée à la réalité aujourd'hui, c'est la défaite de la Russie sur le champ de bataille. C'est complètement grotesque, mais il faut comprendre que ça fait partie de cette construction. Et donc, excusez-moi d'être aussi disert, donc il est absolument capital, et je pense que ça, ils n'en démordront pas, d'essayer de contrôler le flux informationnel. Comme ce n'est pas possible techniquement et qu'on peut diffuser, il est impossible d'arrêter l'information dans le monde, je pense que l'étape suivante, ça va être la pression juridique et sociale, professionnelle, sur les protagonistes qui sont localisés en Occident. Oui, on a vu certains éléments se mettre en place, notamment sur les côtés sanitaires, en tout cas en France. D'abord, là, c'est autre chose, c'est le Conseil de l'ordre qui a joué un drôle de jeu, on va dire autoritaire. Et puis, ces lois maintenant qui empêchent de critiquer la science pour des scientifiques, c'est quand même assez étrange. On en a déjà fait une émission. Donc, on voit bien comment on peut passer au stade très vite de délinquant de cette nouvelle société et donc être, je sais pas, en tout cas empêché, bâillonné, empêché de parler, de révéler certaines choses. Finalement, donc, on voit, c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit donc bien comment ça va se dessiner, quel affrontement il va avoir lieu. Et du côté, on voit bien quelles sont leurs armes à eux. De notre côté, quelle est notre réponse à donner, à votre avis, Marc-Gabriel Draghi? Alors la réponse à donner, déjà en réalité, c'est là où il ne faut pas être pessimiste par rapport aux années 2020-2021. Et c'est ce que je disais en introduction. Même si effectivement il y a toujours des nouveaux éléments que l'hyperclasse arrive à mettre pour sanctionner la libre parole et les populations, depuis 2022, il y a eu quand même un effondrement de la grande réinitialisation et il y a eu des victoires symboliques de la part des gens qui luttent pour l'information libre. Déjà, il faut le dire, il y a de plus en plus de médias de libre information et les audiences de ces médias ne s'effondrent pas. C'est-à-dire, il y en a de plus en plus et les audiences cumulées sont de plus en plus importantes. Oui, donc, il y a un effondrement qui est clair du narratif mainstream, du narratif de grand chemin. Oui, qui est tenu à coup de subventions et tout ça, il faut le savoir. Et puis d'oligarques, évidemment, qui les financent sans aucune économie réelle. C'est ça. Donc là, c'est déjà une victoire. Après, il y a aussi d'autres pistes qui sont, à mon sens, encore plus efficaces. Slobodan Despot a parlé justement la confrontation avec le réel. Là, on le voit, ce qui se passe en Allemagne et ce qui s'est passé aux Pays-Bas il y a 1 an et demi avec la révolte des agriculteurs. On pourrait aussi, dans un contexte de récession européenne prioritairement, puisqu'en réalité, la guerre en Ukraine a coûté surtout à l'Europe continentale, l'Europe de l'Ouest. Et on pourrait voir, face à déjà une contraction monétaire qui commence à produire ses effets sur les économies européennes, une révolte de plus en plus massive des productifs, donc des agriculteurs, un peu une réactivation des gilets jaunes 2.0. Alors évidemment, ça peut être un souhait, on projette évidemment ce qu'on aimerait bien aussi, mais on voit qu'en Allemagne, il y a en tout cas une prise de conscience. Est-ce que ça va déboucher sur une révolution et une évacuation du personnel politique? En tout cas, Scholz et le chancelier allemand est très très fragilisé et la colère pourrait certainement se répandre en Europe et
couplé à une information qui n'est pas encore totalement jugulée et aussi à du réseautage du côté, on va dire, des masses populaires, parce qu'en fait, de plus en plus, l'information permet de structurer des réseaux, l'information libre permet de structurer des réseaux. Donc, face à un réseau oligarchique, on voit qu'il y a aussi des catégories et des segments de la population qui commencent à s'organiser, au moins déjà pour communiquer, et peut-être demain se fédérer sur une révolte politique et après des possibilités de reconstruction. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est que le contrôle par la peur a quand même été fragilisé depuis l'été 2022 et ça c'est fondamental. Il y a une partie de la population, évidemment c'est pas la majorité, mais c'est au moins 20% qui a pris conscience que les gouvernements avaient agi d'une manière hystérique par la peur et le fait d'avoir au moins annihiler cette hystérie. Je ne dis pas qu'elle n'existe plus, mais elle est un peu moins vivace. Ça les met en difficulté. Et justement, la divulgation de l'information, vous avez parlé de Twitter, et le fait qu'il y a des victoires symboliques et stratégiques qui ont lieu aussi dans notre camp, fait que le temps joue contre eux, parce qu'en fait, ils ont un agenda où ils sont déjà en retard, c'est l'agenda 2030. Ils ont pris au moins 1 an, voire 2 ans de retard, notamment sur les monnaies numériques de banque centrale, l'identité numérique, plein de choses. Et on voit que symboliquement, ça peut s'effondrer, et on voit d'ailleurs sur leur visage qu'ils sont un peu craintifs sur la suite des événements, et ils appellent certainement, ils vont s'organiser pour mettre en place un nouvel événement de sidération qui pourrait faire en sorte de remettre la peur sur le devant de la scène. Oui. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et ce sera vraiment la dernière question que je voudrais poser à Slobodan Despot, mais qui va nécessiter un petit peu de temps. Vous dites finalement, on voit ces éléments de révolte, on les sent, on les a déjà sentis d'ailleurs, en effet, les gilets jaunes, comment ça s'appelait, Freedom, la marche pour la liberté, ensuite les agriculteurs, enfin voilà, on sent ces révoltes, mais finalement des révoltes pourquoi? Et je crois que même les personnes qui se révoltent ne savent pas toujours quelle est leur finalité. Ils sentent que ça ne va pas, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et c'est d'ailleurs pourquoi, je pense, les Gilets jaunes n'ont pas réussi à mener à quelque chose. Et en fait, c'est ce que Emmanuel Todd décrit, notamment dans La défaite de l'Occident, sur ce nihilisme qui est venu des Américains, mais qui nous a complètement envahis et submergés. Et aujourd'hui, nous sommes des produits de ce nihilisme de fait. Le nihilisme qui est finalement évidemment lié au capitalisme dont vous parliez tout à l'heure, Slobodan Despot. Finalement, aujourd'hui, avons-nous nous-mêmes les armes pour lutter contre ce nihilisme et ce capitalisme qui nous a nous-mêmes produits? Eh bien, les armes, je pense que nous les avons. Vous savez, chaque individu dans une société, surtout s'il travaille, a un certain potentiel de nuisance. Chacun peut bloquer quelque chose, peut faire la grève de la consommation, peut faire la grève des impôts. Je veux dire, il y a toutes sortes de moyens plus ou moins radicaux pour s'opposer à une société en dérive. Le problème, et vous l'avez souligné vous-même, c'est que nous ne savons pas. Ça démange, mais on ne sait pas pourquoi. Les populations se mobilisent. Là, en l'occurrence, on voit ça en Allemagne. L'Allemagne est très difficile à mobiliser. Elle a été quand même traitée par un lavage de cerveau de 6 décennies ou 7 décennies après la guerre pour justement rester calme et bien écouter toutes les instructions venant d'en haut. Pourtant, elle se mobilise parce qu'elle sent venir la fin. Je ne parle pas de la fin en IN, mais la fin comme appétit. Oui. Elle sent venir la fin parce que l'énergie coûte trop cher, les mesures européennes, notamment inspirées par Davos sous des prétextes climatiques divers qui frappent les paysans. Ils ont vu ce qui est arrivé aux paysans néerlandais. Eh ben, ils n'en veulent pas. C'est leur gagne-pain qui est en jeu, et ils sont acculés. Il n'y a pas de voie de sortie. Ils ne peuvent pas se recycler, ces gens-là. Ils ne peuvent pas quitter leur ferme. Les agriculteurs sont liés à un territoire. Et lorsqu'ils voient des phénomènes comme ça, qu'est-ce qu'il leur reste? C'est comme les camionneurs canadiens, ils descendent dans la rue, ils bloquent les routes, ils ont un potentiel de nuisance stratégique avec leur véhicule. Bon, le problème, c'est
c'est peut-être aussi un motif de réjouissance, c'est que plus les gens entrent en crise et plus ils cherchent des réponses. Nous, on a observé depuis 2020, je suis en interaction en permanence avec mon propre public, avec mes abonnés, puisque nous sommes un média fermé, n'est-ce pas, avec un groupe d'abonnés. Je vois que les gens cherchent pas simplement de l'information, ils cherchent des raisons de vivre, des raisons de lutter, et ils cherchent une explication du monde. Les explications du monde qui sont fournies par, grosso modo, cette sphère très étendue, très large, des médias alternatifs ou de l'information libre, cette explication du monde est malgré tout assez cohérente. On est tous, grosso modo, d'accord pour observer qu'il y a une classe dirigeante, des élites complètement détachées de la population, qui commencent à se comporter de manière erratique, qui sont au-delà des conditions d'existence réelle que nous expérimentons tous. On sait aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez déjà mentionné, je ne sais pas si vous avez vu passer le prix des loyers de chambres et d'appartements à Davos pendant l'événement, pendant cette conférence. C'est du délire complet. Ces gens qui viennent vous prêcher les restrictions climatiques le font en utilisant leur jet privé, n'est-ce pas ? Oui. Donc, ils ont même des balcons chauffés, des balcons extérieurs chauffés. Alors, l'avantage qu'on a, c'est qu'eux-mêmes, ne se rendant pas compte de l'image qu'ils donnent d'eux, ils structurent la vision, ils permettent au reste du monde, à la population colonisée, de structurer sa vision. Cette population voit très bien comment ils se comportent, ils voient très bien leur hypocrisie, elle voit très bien leurs erreurs d'appréciation. Monsieur le maire qui allait mettre la Russie à genoux, Madame von der Leyen qui annonçait que l'économie russe était en morceaux, alors que maintenant l'économie russe vient de dépasser celle de l'Allemagne. Donc, eux-mêmes, par leur inconscience, leur panique, permettent à l'opposition de structurer ses vues. Cette structuration se voit dans tous les domaines. Il y a une espèce de corrélation entre ceux qui ont fait preuve de méfiance vis-à-vis de la dictature sanitaire, ceux qui ont de la méfiance vis-à-vis des narratifs occidentaux dans les affaires géopolitiques, par exemple. Vous voyez sur les profils Twitter, ceux qui ont le petit drapeau jaune et bleu de l'Ukraine, il y a toujours des seringues avec, enfin très, très souvent. En tout cas, vous ne verrez jamais une seringue avec un drapeau russe. Et ça ne se voit pas. Donc, ils sont en train eux-mêmes, par leurs excès caricaturaux, dont ils commencent peut-être un tout petit peu à se rendre compte avec tout ce qu'on vient d'entendre, mais c'est trop tard, ils sont en train eux-mêmes de structurer la vision du monde de leurs opposants. D'accord. Je voudrais vous donner, pour finir, Marc-Gabriel Draghi, le mot de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter justement sur cette structuration de l'opposition, de la révolte ? Bon, ça a été très bien dit, c'est difficile de conclure d'ailleurs chez Despot. Oui, en fait, je pense que oui, de toute manière, là, ils vont devant des grandes difficultés, puisqu'il y a une grande partie des exécutants et même des têtes pensantes, notamment de Davos, qui restent complètement déconnectés, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été en contact avec le réel tout au long de leur vie. C'est-à-dire, c'est difficile de se mettre à comprendre quelque chose quand on n'a jamais vécu une problématique soi-même. Donc ça, comme ça a été très bien dit, c'est entre guillemets bénéfique pour nous, pour l'axe de la résistance prioritairement en Occident, parce que comme ça a été aussi très bien dit, l'objectif principal, c'est d'abord l'effondrement de l'Occident et en particulier de l'Europe continentale. Donc c'est bien pour nous, puisque en réalité, et on le voit nous avec la nouvelle nomination du gouvernement qui est totalement hors sol. L'effondrement de l'Occident, c'est bien pour nous, c'est ce que vous venez de dire, hein, on est d'accord. Non, pardon, excusez-moi. L'effondrement de l'Occident et la non prise en compte de l'ego et du sentiment de déconnexion de nos élites, c'est bien pour nous, puisque ça va appeler forcément un réveil. Alors après, est-ce que le réveil donnera des fruits et sera concluant, c'est un autre débat, mais l'effondrement va amener obligatoirement une prise de conscience. Mais ce sera un réveil sur des ruines, un réveil sur des cendres et des ruines.
Mais c'est malheureusement, si on doit passer par là pour reconstruire, nous, on reconstruira pas la confiance, mais on reconstruira peut-être les vieilles nations européennes. Voilà. Et il faut toujours garder l'espoir et ne pas basculer dans la sidération et la peur. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, pour finir sur une touche d'espoir, il faudrait dire que la cendre est très riche et quand on la met en terre, elle alimente beaucoup l'humus. Voilà, merci beaucoup en tout cas à vous de ce Bonhomme des Spots, Marc, Gabriel Draghi. Je rappelle ce Bonhomme des Spots, évidemment, le site Antipresse, très très riche que je recommande à tous et vos deux ouvrages, Le Miel aux éditions Gallimard et Le Rayon Bleu, Marc Gabriel Draghi. Je rappelle Grand Reset en marche 2020 en 1 du Nouvel Ordre Mondial chez K Édition. Merci beaucoup à vous deux et merci à vous tous, chers auditeurs. Vous êtes très nombreux ce matin. Nous avons besoin justement de vous, de vos pouces, de vos cœurs, de vos commentaires, tout ce qui fait, vous savez, monter le référencement parce qu'on joue nous aussi avec ces règles-là malheureusement.